Déjà, merci beaucoup, merci à toutes et à tous de vous connecter sur votre heure de déjeuner pour réfléchir avec nous à des sujets importants. Merci beaucoup, Thomas, de te prêter au jeu de cette présentation. On va te présenter rapidement et puis te laisser la parole puisque on va avoir un temps de présentation de tes travaux et ensuite un temps d'échange assez large avec l'ensemble des participants. On est ensemble jusqu'à 13 heures. Donc on a un peu le temps, même s'il faut, il faut qu'on ait cet espace de discussion. Donc peut-être simplement vous redire qu'aujourd'hui c'est la deuxième édition des Étoiles montantes de la recherche, qui est un format qu'on a proposé au Labo de l'ESS dans le cadre de nos 15 ans, puisque ça fait 15 ans qu'on existe. Et du coup, l'ambition, c'était de mettre en dialogue chercheurs et acteurs, en mettant en avant particulièrement des chercheurs et des chercheuses montants, c'est-à-dire d'un jeune âge et qui abordent de nouvelles façons les sujets qui sont ceux de l'économie sociale et solidaire dans leur diversité. On s'est rapproché pour cela de la cabane de la recherche, avec qui on est très heureux de co-construire l'ensemble du programme et chacune des présentations. Peut-être Romain, tu peux dire deux mots de la cabane. Ouais, bonjour à tous et toutes. Donc en deux mots, la Cabane de la Recherche, c'est une association de chercheurs et de chercheuses en sciences sociales qui, du fait de parfois de la précarité du métier d'enseignant-chercheur et du manque de collaboration qu'il y a avec la société civile organisée, s'est dit qu'ils allaient organiser une sorte de plateforme, un espace où on pourrait accueillir des demandes de recherche venant de la société civile organisée ou des collectivités territoriales, et avec comme point d'orgue, du fait notamment de la grande précarité des chercheurs et chercheuses qui n'ont pas de poste à l'université, devaient essayer de valoriser beaucoup le travail des jeunes chercheurs et chercheuses. Voilà. Et donc, vous pouvez voir si ça vous intéresse, allez voir sur notre site La Cabane de la Recherche. Merci beaucoup, Romain. On me dit qu'il y a une réverbération du son. Il faut peut-être qu'on coupe nos micros réciproquement quand on ne parle pas. Et dites-nous dans le chat hein, si ça poursuit. Alors, on accueille pour cette deuxième édition Thomas Chevalier. Merci beaucoup à toi de t'être rendu disponible. Alors, nous, on t'a vu intervenir à différents endroits, notamment en RIUSS. Tu travailles sur le financement des associations, on va y revenir. Tu es sociologue, sociologue à l'UC Louvain, dans le Centre de recherche interdisciplinaire Démocratie, Institutions, Subjectivité, le CRIDIS. Ça nous donne un peu aussi des indices sur la façon dont tu appréhendes ces questions. Et puis tu es chercheur associé au CERAPS, le Centre d'études de recherche administrative, politique et sociale à l'Université de Lille. Donc, pour nous, c'était intéressant de te faire intervenir à ce moment-là. Bon, on a tous et toutes pris connaissance, je pense, du rapport du CESE il y a un an sur le financement des associations. C'est pas un sujet totalement nouveau. Là, aujourd'hui, il y a une mobilisation importante, notamment pilotée par le mouvement associatif en vue du 11 octobre. On sent que ce sujet-là, il monte, mais on sent aussi qu'on a besoin d'aller un petit peu plus en profondeur dans la compréhension des mécanismes de financement des associations et de la façon dont les différents modes de financement public des associations influent sur leur capacité à faire ce qu'elles sont nées pour faire et puis participer à la vie démocratique. Tu montres finalement dans tes travaux que le financement associatif, enfin le financement public des associations n'est pas neutre et qu'il conduit parfois à des formes d'ingérence face auxquelles les associations peuvent avoir des réponses assez différentes les unes des autres. Et donc c'est un petit peu dans cette grammaire de complexité du financement public qu'on voulait avoir ton témoignage. Donc je vais pas être plus long et te proposer de prendre la main en projetant ton PowerPoint et puis en nous présentant tes travaux pour 15 à 20 minutes et comme ça on se laisse à peu près une demi-heure de discussion avec l'ensemble des participantes et des participants. J'ouvre mon micro. Merci beaucoup. Bonjour à tous, toutes. Je suis super content. Voilà, merci beaucoup de me donner l'occasion ici de parler des travaux et puis de me considérer comme une étoile montante et encore comme un jeune. C'est vrai que on se rend compte aussi petit à petit qu'on vieillit, mais je fais encore partie des jeunes, donc c'est cool. Euh, euh, le, euh, sans plus attendre, ouais, je vais vous
Alors, je vais vous parler de plein de choses. En fait, ce qui est intéressant et à la fois toujours compliqué, mais c'est que euh, si je parle à des gens qui sont complètement en dehors du monde associatif, ils comprennent rapidement rien de ce que je dis. Mais par contre, dès que je parle à des gens qui sont dans le truc, ils ont l'impression qu'ils connaissent le problème sur le bout des doigts. Et donc, il y a plein de choses dont vous allez, que vous allez entendre qui à la fois sont très familières et en même temps, j'espère quand même que j'apporte des choses à chaque fois, des formes de recul ou des formes ou articulées à des choses qui sont moins connues. Voilà, vous me direz. Euh, L'idée, du coup, voilà, c'est qu'aujourd'hui, un petit peu de revenir sur un parcours mon parcours de recherche dans cette question des financements. Moi, au départ, vraiment, ma question, c'est quoi les conditions d'une action, je dirais, civique, autonome, critique, inclusive. Donc voilà, une action collective qui serait tournée vers l'amélioration du bien commun, tout ça. Et donc, euh, j'ai notamment donc réalisé ma thèse euh, donc en sciences politiques. Mais bon, je dis, moi, pour moi, je suis sociologue du politique. Bon, voilà, ça, c'est pas des débats qui sont toujours très intéressants. Mais en tout cas, voilà, l'idée, donc ma thèse, c'était sur la participation associative dans les quartiers populaires en France et en Allemagne, où donc je commençais par pointer le rôle majeur des financements et donc un rôle que j'ai ensuite beaucoup approfondi dans la phase, donc c'était en 2020, donc après, donc pendant ces 5 dernières années, notamment dans un projet collectif sur les logiques institutionnelles d'attribution des subventions par la ville de Lille. Donc c'est surtout sur ces deux points que je vais aujourd'hui que portera ma présentation. Et donc ensuite, juste pour que vous le sachiez, j'ai réalisé une recherche à Los Angeles dans le cadre d'une bourse Fulbright sur un petit peu sur le mouvement Defund the Police, hein, définancer la police, avec tout ce qu'il y a autour de la politisation de l'argent public, la remise en cause des violences policières, donc de l'institution policière et beaucoup de l'institution carcérale, et donc qui prend la place, qui prend qui prend la forme notamment de revendications pour un financement d'alternatives à l'incarcération prises en charge par des associations de quartier. C'est pour ça que moi j'ai attaqué, en fait, c'est sous cet angle-là que je me suis amené à m'intéresser à ce mouvement. Et aujourd'hui, je travaille sur un projet collectif avec chercheur qui s'appelle Julien Charles, sur l'éducation populaire, dite éducation permanente en Belgique francophone, qui a un financement assez spécifique, que je prends vraiment comme un contre-exemple par rapport à la France, parce que c'est un financement qui vraiment reconnaît l'idée de financer une action civique critique, et pour ça qui reconnaît un droit à la subvention pour des associations qui sont. Voilà. Mais je vous en parlerai pas aujourd'hui, ou en tout cas, si vous voulez, sinon dans la discussion. L'idée, d'abord, donc aujourd'hui, bon, c'est de partir de toute façon dans mon parcours, c'est de partir voilà, d'un constat qui est assez unanime hein, aujourd'hui quand même, qui est que les financements sont vraiment un élément central pour comprendre la perte d'autonomie des associations et finalement de l'ESS, en tout cas tous les projets de non qui sont pris par une idée de non lucrativité. Donc l'autonomie vis-à-vis des pouvoirs constitués. Donc il y a l'État d'un côté et le marché de l'autre. Hein. C'est pour ça qu'on parle du tiers secteur parfois. Hein. Les deux autres secteurs, c'est ceux-là. Et, et donc voilà, la place centrale des financements, mais pourtant, jusqu'à récemment, on avait en fait peu de choses, peu de travaux pour décrire finalement les logiques de cette perte d'autonomie, donc de cette hétéronomisation, moi je parle, hein, c'est un terme un peu scientifique, un peu barbare, mais c'est exactement ce que ça veut dire. Et, mais on peut aussi parler d'instrumentalisation par l'État des associations, on y reviendra. Et aussi, donc, derrière, on parle souvent de dépolitisation qui va avec, que je propose moi plutôt d'aborder par la notion de neutralisation politique. Là, on n'y reviendra peut-être pas ou peut-être à la fin si vous le souhaitez, mais voilà. L'idée, moi, du coup, c'est vraiment de dire il faut ouvrir la boîte noire des financements, regarder du côté donc, des dispositifs et des pratiques de distribution de ces financements, et notamment donc, des financements publics, des interactions et des transactions au niveau de la relation partenariale, et donc des usages et significations au sein des collectifs. Ça, c'est un peu l'approche que je propose. Et donc, voilà, quand on dit étudier le rôle central de l'argent
Bien sûr, aujourd'hui, dans le cadre des épistémologies de l'ESS, on pense aux modèles socio-économiques hein, qui ont fait il y a eu un gros effort autour de cette notion, un gros effort théorique de valorisation, notamment donc des ressources non monétaires, hein, en disant voilà, il y a des formes d'hybridation, il n'y a pas que le monétaire, il ne faut pas réduire, montrer aussi qu'il y a d'autres formes de valeurs qui sont créées dans l'ESS. Et moi, du coup, ce que je trouve, c'est que malgré voilà, toute la puissance euh, explicative, la puissance théorique, la puissance politique aussi de cette approche hein, qui est réelle, je trouve qu'elle conduit du coup à minimiser le rôle déterminant de l'argent. Vraiment, parce qu'en fait, on parle souvent le plus rapidement possible pour aller vite des ressources monétaires pour mettre la focale sur les autres ressources en disant regardez, elles sont là, elles sont présentes, elles sont importantes, il faut les valoriser. Et en fait, moi, je pense que du coup, ça conduit à minimiser le fait qu'aujourd'hui, c'est un rôle déterminant qui façonne et donc l'action associative. Et donc, moi, je propose plutôt de l'avoir, donc l'action associative vraiment donc, comme un travail au sens, je dirais, anthropologique du terme, hein, et qui comprend aussi le travail bénévole, hein, comme en parle par exemple la sociologue Maud Simonet, et de faire référence notamment aux travaux de Bernard Friot, qui propose notamment autour de la notion de régime de ressources, l'idée qu'il y a qu'un type de contrainte monétaire détermine un type de travail déployé, type de travail qui sera plus ou moins avilissant ou émancipatoire. Hein. Il prend notamment le travail des retraités, hein, donc le revenu des retraites, en disant que c'est un des plus émancipatoires qui existent. Et donc, voilà, dans les débats qui ont pu avoir lieu autour des réformes et tout ça, c'était important. Et donc, moi, ce que j'essaye de tracer aujourd'hui, c'est un effort pour aller vers une sociologie de l'argent civique, hein, et donc, du coup, hein, qui est indissociable d'une sociologie de l'argent public. Donc, voilà, des usages et du sens qu'on donne à l'argent dans les assos qui seront plus ou moins ajustés aux contraintes et aux attentes institutionnelles. Et pour ça, hein, c'est intéressant d'utiliser des méthodes mixtes. Hein, donc, j'utilise à la fois de l'ethnographie, des entretiens, donc des analyses qualitatives, mais aussi des analyses quantitatives, statistiques et notamment aussi des analyses comptables. Alors, deux points. Donc, d'abord un peu sur la thèse et ensuite un peu sur le projet sur l'île. L'idée d'abord que donc dans ma thèse que j'ai essayé d'étudier, j'ai plusieurs cas que je restitue notamment dans un article publié dans la revue Sociologie, qui est donc deux cas d'études et où je restitue l'ethnographie budgétaire, l'intérêt de faire une ethnographie pour travailler sur le rapport de financement. Hein, et donc les logiques de construction d'une subordination qui ne dit pas son nom, c'est comme ça que je présente la chose, hein, donc derrière la rhétorique partenariale, comment s'exerce la contrainte financière, comment se transforme-t-elle en influence sur l'action. Vous voyez, on essaye de déconstruire un petit peu tout au lieu d'aller vers l'évidence. Avec donc des cas de thèse que j'ai étudiés à la fois donc par l'ethnographie, on travaille sur les relations, sur ce qui se passe dans les assos et tout ça, et par l'analyse comptable. Donc il y a un vrai enjeu d'accès aux données financières des associations sur lequel on pourra revenir si vous voulez. Et d'abord, donc, de dire, bon, bah, il y a une baisse des financements, il y a des coupes, il y a une politique d'austérité. Comment ça se traduit dans les assos? Est-ce qu'il y a une diminution, en tout cas dans mes cas? Donc ici, c'est deux cas, hein, pour aller vite, c'est une association qui défend l'accompagnement des droits liés à l'habitat et donc le droit au logement, d'une part, plus militante, et puis une autre qui est une association de quartier, d'animation, de proximité, socioculturelle. Et donc là, voilà, comment elles vivent, par exemple, cette politique austéritaire de baisse. Et encore une fois, on est dans un moment qui n'est pas celui d'aujourd'hui, où les baisses sont de plus en plus affirmées. Et donc, aujourd'hui, les analyses seraient peut-être encore différentes. Mais moi, ce que je voyais à l'époque où j'ai étudié, c'est-à-dire c'était entre 2014 et 2020, c'est plutôt une instabilité des financements. Et donc là, voilà rapidement, ce que je propose dans des tableaux et dans des graphiques, c'est de montrer ça avec donc les deux associations, donc TDL et ADL. On voit à la fois donc des baisses et remontées. Donc pour l'ADL, c'est une instabilité moins grande que pour TDL, où tout d'un coup, TDL, il y a une explosion des financements à un moment parce qu'il y a un projet, il y a une enveloppe exceptionnelle qui tombe et la municipalité qui dit avec l'État,
venez, on vous finance tel projet clé en main, vous pouvez embaucher pour 6 mois et ensuite ça retombe complètement comme un soufflet, voire encore plus bas qu'avant. Donc vraiment cette exposition à l'offre institutionnelle et aux effets d'aubaine. Euh, une autre chose qui est questionnée du coup, c'est la disposition des institutions à offrir des financements stables et qui est différenciée selon les institutions. Et là aussi, je le questionne, vous voyez, par des graphiques où on voit d'un côté pour TDL que cette instabilité, l'instabilité, elle est pour tous les financeurs. Hein, et vraiment, hein, entre les deux associations, il y a aussi une capacité différenciée de ces deux associations à aussi faire valoir l'importance de financement stable et tout ça, hein, l'ADL qui est plus forte aussi. Et donc, bon, voilà, j'y reviendrai rapidement, mais c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte et qui est lié au profil des leaders associatifs hein, qui sont dans l'ADL des personnes beaucoup plus diplômées, beaucoup plus compétentes que voilà, dans le TDL qui c'est un habitant qui vient qui est au départ en tout cas originaire du quartier, de classe populaire, qui a fait toute sa carrière dans l'association. Donc voilà, bref, en tout cas une disposition différenciée. Et par exemple, on voit quand même pour l'ADL, par exemple, les financements de la ville qui restent constants sur toute la période, mais c'est les seuls. Hein, et donc ça, c'est intéressant à observer. Et ça participe de ce que je dis, c'est vraiment le départ de l'ingérence institutionnelle dans les associations, c'est la précarisation des financements. C'est vraiment le terrain par lequel on peut rentrer sur ensuite piloter à distance ce que font les associations. Aussi donc des dépenses plus ou moins contraintes ensuite selon les types de financement. Et il y a bien sûr les emplois aidés, il y a bien sûr les différentes formes de tarification à l'activité, hein, par exemple dans les centres de loisirs, hein, financement par la CAF, où c'est en plus des financements à N+, à N-1. Voilà, donc ça crée beaucoup de difficultés, mais il y a aussi beaucoup de projets qui sont mis clés en main et qui vont impliquer en fait des formes de dépenses déléguées. Hein. La municipalité aurait pu payer, par exemple, pour le projet dont je vous parlais tout à l'heure pour TDL, c'est un projet culturel, artistique, hein, de participatif dans le quartier, faire retranscrire la parole des habitants dans des gestes artistiques. Bah, ils auraient très bien pu en fait eux-mêmes payer l'artiste à qui va être délégué. Et non, en fait, on va déléguer ça à l'association et comme ça, c'est moins cher. Comme ça, c'est moins cher, mais du coup, il y a toute une partie en fait des financements qui sont déjà fléchés et donc en fait qui ne font que transiter par le budget de l'association, alors même que derrière, il y a quand même une logistique que doit gérer l'association et en partie bénévolement. Hein, donc ça, c'est assez important à mettre dans la balance. Et donc là, notamment, les indicateurs que je crée pour essayer de montrer ça, c'est les montants moyens, enfin les montants de dépenses que les assos arrivent à dédier à leurs employés, et donc au travail, vous voyez, pour que ce travail soit rémunéré, et qui sont notamment à mettre en miroir avec des dépenses contraintes qui peuvent être celles des prestations extérieures, même si les prestations extérieures peuvent aussi être choisies, hein, et notamment à l'ADL, elles sont beaucoup plus choisies qu'à TDL. Mais aussi les dépenses liées aux locaux. Hein, donc, bien sûr, aux charges liées voilà, aux locaux. Et là, c'est encore une différence forte entre les deux, puisque l'ADL a réussi historiquement à obtenir un local mis à disposition gratuitement, alors que TDL galère beaucoup plus de ce côté-là. Et donc, ça, c'est un certain nombre d'éléments qu'on trouve du côté formel des dispositifs et donc de l'argent tel qu'il est plus ou moins contraint dans ses usages. Et puis, il y a toute une dose aussi d'informalité qui est importante et que je montre dans mes articles, dans mes travaux. Donc, dans la relation partenariale, plein de choses qui se passent, notamment dans l'administration de la rhétorique de crise budgétaire. Hein. Il y a moins d'argent, nous sommes garants de sa bonne utilisation. Il faut donc faire plus avec moins, il faut faire des efforts. Un certain nombre de choses, voilà, qu'on n'arrête pas de dire aux associations. L'accompagnement aussi, hein, et donc ça c'est fort pour TDL, c'est-à-dire des associations qui seront on va leur
on va leur montrer un certain nombre de choses dans des orientations et tout ça. On va leur dire, bon, bah, là, si tu veux continuer à être financé, mais ça, c'est quelque chose que vous connaissez très bien, je pense, pour un certain nombre d'entre vous. Si vous voulez continuer à être financé, là, ça a changé. Il faut aller dans tel cas, il faudrait faire telle forme de projet. Et en fait, on va écrire les projets avec les assos, voire leur prescrire des projets. Donc, il y a énormément de choses qui se passent là-dedans. Et puis, la convivialité, hein. On va se tutoyer, voire on va développer des amitiés. Donc, du coup, à la fin, on va plus vraiment se rendre compte que il y a quand même une relation de pouvoir derrière. Et donc voilà, je terminais juste, j'en ai déjà parlé un petit peu des capacités de résistance et d'autonomisation qui sont différenciées selon les trajectoires collectives et individuelles, notamment les profils des leaders. Donc ça, c'était le premier point. Et donc le deuxième point, c'est donc plus si on prend du recul et donc on regarde du côté d'une collectivité. Hein, oui, ce que j'ai pas dit, c'est que c'était déjà dans un quartier de Lille, hein, ces deux cas de thèse que j'étudiais. Et donc là, encore, ce qui est intéressant, c'est qu'avec le projet qu'on a pu faire ensuite, avec notamment donc c'est avec Julien Talpin, Cécile Rodriguez et Anaïs Bertrand, c'est de prendre du recul pour prendre toute la ville, toute la collectivité et étudier les logiques d'attribution des subventions. On a fait une étude, on a réussi à obtenir par un échange partenarial aussi avec la municipalité les données budgétaires donc de 2010-2020 et les données notamment donc des subventions allouées sur toute la période. Et donc, on a combiné ça avec des entretiens avec des agents administratifs et des élus et des associations et aussi quelques analyses comptables de certaines autres associations, par ailleurs de celles que j'avais fait pour ma thèse, et qui nous permet notamment, avec cette étude et ce cadre, ce recul un peu plus sur une échelle plus grande, d'interroger notamment cette notion qui est de plus en plus utilisée de marchandisation du monde associatif. On parle parfois de marchandisation publique du monde associatif, hein, pour désigner notamment cette managérialisation, hein, donc l'utilisation de plus en plus d'instruments venus d'abord du monde de l'entreprise, qui ensuite ont été utilisés beaucoup dans l'action publique et qui aujourd'hui sont de plus en plus prescrites au monde associatif par l'isomorphisme institutionnel. Vous avez sûrement déjà entendu ces termes et tout ça. Et donc, cette managérialisation, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un flou, il y a un glissement qui est souvent fait avec l'idée qu'aussi il y aurait une orientation, du coup, par la marchandisation, une orientation aussi vers le marché des associations. Hein. On attaquerait jusqu'au principe même de non-lucrativité, qui est vrai dans certaines régions du monde associatif et par certains instruments. Hein. On peut notamment parler du contrat à impact social, voilà, la notion de lucrativité limitée, voilà, l'entrepreneuriat. Il y a des régions dans lesquelles on peut voir ça, mais nous, ce qu'on voit surtout par notre étude, c'est moins cette marchandisation de ce côté-là, mais plutôt une managérialisation qui est mise au service d'une instrumentalisation des associations par l'État. Hein, et notamment dans un cadre d'austérité néolibérale. Hein, et donc, c'est ça qu'on essaye de documenter. J'espère que je ne suis pas trop long, mais je suis bientôt à la fin. D'abord, l'idée, c'est déjà d'objectiver les baisses d'enveloppe, hein, donc avec les données qu'on a. Alors là, notamment, il y a un travail sur euro constant, euro courant qui est important en prenant ou pas en compte l'inflation, parce que c'est hyper important quand on questionne les financements associatifs, parce que même quand une collectivité dit votre financement n'a pas évolué et est resté le même pendant toute cette période, en fait, si, il a évolué vu qu'il a baissé, vu que s'il y a l'inflation et que le montant il est le même en euros courants, en euros constants, il baisse. Le pouvoir d'achat des associations et donc ensuite des travailleurs qui vont être payés par les salaires baisse. Vous voyez, et ça, c'est important déjà à mettre dans la balance. Bon, et donc, ce qu'on montre en euros constants, c'est qu'il y a des baisses de 10 millions d'euros de dotation de l'État sur la période, donc sur 11 ans, et qu'il y a une baisse du coup aussi de 10% du total des subventions annuellement octroyées. Et donc, nous, ce qu'on a étudié aussi, c'est donc les efforts qu'il y a derrière donc, de rationalisation qu'il y a eu, et notamment dans ces efforts de rationalisation, hein, le premier qui saute aux yeux, c'est une concentration des financements sur moins d'associations. Hein, c'est en gros moins de 800 à 700 associations financées annuellement sur la période. Et donc, nous, notre question,
c'est qui les assos gagnantes et quelles sont les associations perdantes dans cette affaire. Vous voyez? Et donc, c'est là que ça nous amène à questionner voilà, deux logiques que je serais curieux de pouvoir discuter avec vous aujourd'hui, qui sont d'une part la filialisation et la start-upisation. D'abord, l'idée que sur cette période et donc l'austérité amène la municipalité à privilégier les associations employeuses, bien sûr, hein, qui captent 86% des subventions sur la période. C'est logique, me direz-vous, hein, plus on emploie et plus on a besoin d'argent pour le faire. Mais en même temps, ça montre qu'on privilégie certaines formes d'action associative professionnalisées. On a aussi, voilà, donc parce que ces associations employeuses, c'est 12% des assos qui sont financés. Il y a 12% des associations qui sont financées sur toute la période, donc c'est très peu par rapport au reste des associations, et c'est un quart des associations employeuses. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que plus on avance dans la période et plus en plus, il y a une surreprésentation des associations les plus anciennes, les plus employeuses, vous voyez, avec l'idée aussi que les montants moyens sont fonction de la durabilité du partenariat. On va vraiment privilégier les partenaires déjà, les partenariats les plus stables. Bon, là, je vous montre rapidement, mais je vais pas vous le commenter, mais on voit notamment pour les non-employeuses que les financements ont, que ce soit le montant moyen ou le total, a largement baissé, notamment entre 2017 et 2018, qui correspond à un moment important de mise en œuvre d'une rationalisation coupe des subventions pour la municipalité. Et voilà, et là, on le voit aussi, encore une fois, sur les non-employeuses en dessous, où le nombre ne fait que baisser, alors que employeuses, il y a des remous. Il y a un remous plutôt, 2016, 2017, 2018, et après il y a une remontée en 2020, mais qui est à prendre avec des pincettes parce que c'est le Covid en fait. Et donc nous, ce qui nous a amené, on a fait une analyse des trajectoires de partenariat financiers avec une analyse de séquence. Je vous passe les détails de la méthode, si vous voulez, on y reviendra. Ce qui nous a amené voilà, à ce tableau, donc avec ces différents types, que je ne vais pas, voilà, c'est juste pour vous donner une idée, mais notamment, ce qui est intéressant, c'est de questionner, si vous voulez, un constat encore une fois unanime, qui vient notamment des études paysages associatifs successives qui se sont, voilà, c'est le glissement vers une commande publique généralisée, des subventions de fonctionnement vers une commande publique généralisée. Oups, il manque un E, mais c'est pas bon, tant pis. Et donc, vraiment derrière cette rhétorique partenariale, qu'il y aurait eu un brouillage de la notion de subvention, c'est le juriste Brigitte Cavagnier qui en parle, la généralisation des appels à projets et donc de la contractualisation de la subvention. Elle n'est plus unilatérale, elle est de plus en plus liée à des contreparties. Et donc, alors, il y a plusieurs termes qui sont utilisés pour décrire la perte d'autonomie, délégation, instrumentalisation qui serait possible, voire étatisation des associations. C'est aussi un terme que notamment la géographe Jennifer Walsh utilisait déjà en 1990 dans son livre Shadow State. Donc, c'est une géographe américaine et c'était pour parler de la situation aux États-Unis, notamment à Los Angeles. Nous, on propose, moi je propose, mais voilà, on propose avec les collègues le terme de filialisation qui reprend donc l'idée de cette relation entre une maison mère et ses filiales dans le monde lucratif. Et donc ici, donc relation entre le financeur et ses partenaires. Et donc pour décrire ces formes d'intervention du financeur sur les partenaires associatifs qui se situeraient donc sur un continuum plus ou moins important entre le simple contrôle financier jusqu'à la planification stratégique, c'est-à-dire vraiment du contenu, des actions, des principes qui les guident, etc. Et donc, ici, voilà, on a différentes formes de filialisation qu'on a pu identifier avec notre étude. Il y a donc ce que Mathieu Elie voilà, identifie comme les associations, les entreprises associatives gestionnaires, ici les associations paramunicipales, et on prend notamment l'exemple des centres sociaux. Donc là, c'est la première colonne, le premier type, les centres sociaux et les maisons de quartier qui représentent jusqu'à entre 19 et un quart des financements annuels de la ville de Lille, par exemple.
Et dont les montants moyens ne cessent d'augmenter alors qu'il y a une baisse pour les autres associations employeuses. Et voilà, notamment, derrière, on voit que la municipalité, c'est le premier financeur, quasiment à moitié des budgets des centres sociaux. Donc, on est vraiment dans des délégations fortes et une inscription dans les politiques publiques importantes. Et donc, une interdépendance, mais c'est intéressant parce qu'ils disent, en fait, il y a une logique même d'investissement, hein, c'est des équipements. Et donc, on ne peut pas ne pas les financer. On ne peut pas ne pas les financer, même si il faut quand même que l'association du coup qui porte ces centres sociaux, ces équipements, se fonde dans le moule, dans les attentes de professionnalisation. Et on a un exemple sur lequel je reviendrai si vous voudrez, mais d'une maison de quartier qui ne se fondait pas assez dans le moule et qui se fait finalement abandonner par la ville de Lille, qui va créer son propre centre social, bien dans les clous, etc. Du coup, on avait les associations partenaires, voilà, qui sont un peu moins dans la dépendance, mais quand même, et mais pour lesquels le partenariat est vraiment compliqué, jonché d'épreuves, et notamment la ville se sert des bilans pour baisser les financements en constatant des résultats insuffisants. Elle va chercher justement là-dedans. Donc, il y a une vraie rationalisation de ce côté-là, d'un certain nombre de choses. Donc, voilà, filialisation, start-upisation, si vous voulez, on en parlera. Vous me poserez des questions ou pas, et puis on verra. Et pour conclure, du coup, l'idée, c'est de dire si la subvention publique est un instrument de marchandisation du monde associatif. Donc, l'idée, nous, c'est vraiment de dire s'il y a une marchandisation publique, si on peut dire ça, c'est surtout pour nous pointer ce qui est important, c'est vraiment une instrumentalisation par des logiques marchandes, par le biais de logiques marchandes, des associations par l'État. Hein, et donc vraiment notamment une réflexion voilà, sur cette autonomie du champ associatif vis-à-vis des champs bureaucratiques et politiques. Et ce qui est intéressant, c'est du coup de dire, OK, donc si on reprend le terme de néolibéralisme, sa définition qui est c'est l'État qui est de plus en plus au service donc, du champ économique, notamment du capitalisme mondialisé, etc. Du coup, ce qui est en jeu ici, c'est moins la marchandisation du monde associatif que la réduction de sa capacité à nourrir une action civique qui sera propice à résister à la marchandisation du reste du monde. Alors, je vous propose qu'on y aille. Est-ce qu'il y a il y a déjà des questions ou des interventions? Encore une fois, on n'est pas que dans un rapport descendant au savoir, on est bien dans un dialogue. Je vois Élise, peut-être tu peux commencer. Déjà, merci. Moi, enfin, voilà, c'était hyper riche. J'ai pris en cours de route parce que j'ai un problème de connexion, mais bref, en tout cas, c'était très riche. Moi, j'ai travaillé autant du côté associatif et maintenant plutôt du côté des financeurs. Donc, je vois complètement. Enfin, voilà, ça me parle beaucoup. Moi, j'avais une petite question. J'aurais bien voulu, Thomas, si c'était possible, que vous reveniez un peu plus dans les détails sur le terme que vous utilisez de start-up associative. Moi, quand je l'entends, j'ai l'impression qu'il y a une petite forme d'abus de langage derrière ça. Donc, j'aimerais bien le mettre en questionnement. Pour moi, derrière ça, j'entends peut-être, je ne sais pas si c'est ça que vous y mettez, mais tout ce qui peut être porté peut-être par l'entrepreneuriat social, ce qui me semble déjà peut-être plus précis, mais c'est vrai que derrière start-up et levée de fonds, quand les levées de fonds, enfin c'est plutôt un vocabulaire de fonds d'investissement, quand on parle de subventions, enfin bon, voilà, moi c'est vrai que j'ai jamais été très à l'aise avec ça. Je sais que c'est utilisé par différents chercheurs, mais ça me semble, en tout cas dans mon vécu, pas complètement correspondre, en tout cas témoigner d'une forme de reprise de langage du néolibéralisme, et je ne sais pas si c'est le plus utile de qualifier des choses comme ça. Voilà, c'est un petit point de débat de terminologie, et puis aussi pour essayer de bien comprendre comment vous qualifiez ce qui pour vous relève d'une start-up associative. Merci beaucoup. David? Oui, bonjour. Du coup, ça rappelle cette histoire de start-up, mon parcours, où en fait j'ai souvent vu ce dualisme, une éventuelle tension entre un monde associatif, on va dire historique, et un monde associatif, ou en tout cas d'initiative citoyenne, avec une culture plus managériale.
et qui comprend les entrepreneurs, entrepreneuses sociaux, mais pas que, parce qu'il y a aussi eu la professionnalisation des assos qui font que j'ai constaté et j'ai fait tout ce que j'ai pu pour trouver des ponts entre une culture qui effectivement parle de start-up, qui a les codes culturels, le vocabulaire des start-up, et une autre culture qui vient d'ailleurs, et ça met il y a un malaise. Voilà, c'était juste ma contribution à ce truc sur les start-up. Merci. Merci beaucoup, David. Est-ce qu'il y a une troisième intervention ou question? Ça en prend un premier paquet, mais on aura d'autres aussi. Euh, je crois pas, donc peut-être Thomas, tu peux déjà. Ah, si, Romain, du coup, et Marine. Ouais, Et on s'arrêtera là pour les premiers moi, rounds. j'ai une question. Est-ce que, tu vois, là, tu nous parles de deux cas, enfin, de deux assos en particulier. Mais est-ce que ce phénomène, est-ce qu'il est spécifique à des assos qui peuvent intervenir dans des quartiers populaires ou pas du tout? Et est-ce que, du coup, tu verrais, tu vois, est-ce que tu verrais des tendances, enfin, est-ce que les tendances que tu observes, elles sont généralisables, du coup, à l'ensemble des types d'associations, parce qu'en fait, on sait que le champ associatif est très divers et varié, quoi, ou est-ce que c'est spécifique au quartier populaire? Ou est-ce que ce serait encore plus spécifique au quartier populaire, d'ailleurs? Hmm. Merci, Romain. Et puis, du coup, Marine. Ouais, merci beaucoup vous m'entendez? Ouais, merci beaucoup pour le partage. Donc moi, je rejoins un peu ce qui a été dit sur la startupisation. Je travaille pour une association qui peut en fait être ciblée et appelée startup associative. Et donc j'ai plusieurs fois entendu que notre modèle et nos associations qui travaillent au niveau national peuvent, enfin, sont vues comme en raflant en fait tous les appels à projets et donc volant entre guillemets aux assos locales certaines occasions en fait de porter des projets et nous on essaye au maximum de justement faire la part des choses et pas répondre à tous les appels à projets. Et donc je comprends complètement la tension et les critiques qui peuvent être émises. Et à la fois, j'ai l'impression que, en effet, start-upisation, parce que on a eu la capacité de développer un modèle de financement hybride qui nous permet aussi d'être peut-être moins dépendant des subventions publiques. Mais voilà, c'était pour un peu abonder dans votre sens. Merci Et voilà. beaucoup. Thomas, je te propose de réagir déjà à ces premières interventions. En gros, du coup, pour dire que, si vous voulez, les travaux qui parlent de start-up associatives, elles vont chercher des assos, notamment avec des personnes dedans qui ont quelque part porté aussi les mots d'ordre qui portent aujourd'hui, enfin, si vous voulez, de l'entrepreneuriat social, etc. Et donc qui ont pu être plus ou moins militants, et donc en fait où il y a une harmonie avec, mais vraiment moi c'est pour ça que je parle de start-upisation, c'est parce que c'est pour vraiment montrer que c'est des logiques de promotion qui viennent des institutionnels, qui viennent des financeurs, et donc auxquelles vont s'adapter un certain nombre de régions du monde associatif et d'autres qui vont essayer d'y résister, mais qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont militantes de ça au départ, vous voyez. Donc, vous parliez d'article 1, par exemple. Je ne connais pas très bien l'histoire et tout ça. Et je pense que voilà, il y a un peu des deux. Mais de toute façon, l'idée qui est importante, c'est celle-là. Et que pour beaucoup d'associations, et nous, c'est ce qu'on voit, euh, les associations vont être même victimes de ces logiques-là. C'est-à-dire que elles essayent de répondre à ce qu'on leur attend. Et on leur dit, en gros, les institutions, elles disent, si vous voulez capter de l'argent de chez nous, l'argent du marché des subventions municipales, il faut rentrer dans ce moule-là. Elles vont le faire au départ, et puis, en fait, elles vont rencontrer un certain nombre de choses qui sont plus ou moins compliquées. C'est-à-dire qu'il y a vraiment les startups associatives qui prennent, entre guillemets, et puis, en fait, il y a toutes celles qui dégringolent. Et ça aussi, c'est ce qu'on retrouve aussi dans l'esprit startup, c'est-à-dire celles qui vont être rachetées finalement par des multinationales, des grands, voilà. Et tout ça, c'est celles qui auront pris. Donc là, celles qui vont être prises par les maisons mères, les financeurs et tout ça, filialisation réussie. Et puis celles qui vont être abandonnées, en fait, avec derrière tout un tas de réalités biographiques, notamment des burn-out, des dépressions,
des situations très précaires, ou des personnes aussi qui disent bon bah c'est pas grave, je passe à autre chose parce que ils ont les ressources pour ça. Mais voyez donc vraiment voilà vraiment cette idée-là que j'essaie de résumer ici parce que j'avais essayé de la résumer avant. Merci beaucoup Thomas, je pense que c'était clair et puis on peut continuer sur le sujet si vous voulez. Amélie, tu avais une question ou une remarque? Oui, merci beaucoup. En fait, moi, cette discussion me fait penser aussi il y a effectivement la question de la marchandisation, mais en fait, derrière, je me demande s'il n'y a pas aussi une question de compétences et de changement de composition des associations où on voit qu'il y a de plus en plus une séparation entre des associations qui ont recruté ou sont maintenant composées d'équipes salariées hyper diplômées, qui ont même qui ont des profils très business, qui redonnent du sens, hein. Ça fait partie aussi de ces jeunes qui veulent donner du sens à ce qu'ils veulent faire et donc qui apportent une certaine vision de la performance, de l'impact. Euh, et donc, forcément, il y a quand même une évolution petit à petit qui fait qu'il y a les associations qui arrivent à recruter des personnes qui vont les pousser de manière un peu naturelle vers ce type de marchandisation, enfin d'être en tout cas performante dans ces recherches de subventions. Et puis, il y a celles qui, en fait, ne sont pas du tout dans cette logique-là, qui sont historiques peut-être. Et encore, je mets de côté les grandes associations historiques qui ont des milliers de salariés, hein, et voilà, je me demande s'il n'y a pas des associations à 2 vitesses, voire à 3 vitesses, qui portent sur justement la compétence et la montée en compétence dans les compositions salariales. Ouais. C'est exactement ce que je disais dans un des slides où je dis en fait, euh, donc dans cette logique de baisse des assos, de baisse des enveloppes et de baisse du nombre d'assos qui sont financés, forcément les coûts d'entrée sur le marché des subventions municipales augmentent, si vous voulez. Et donc en plus, ce qui est mis plus qualitativement donc dans les dispositifs institutionnels de financement, de plus en plus sont mis en concurrence euh, deux types de ressources. En gros, les ressources liées, je dis moi, le capital d'ancrage, que ce soit un capital d'ancrage thématique ou d'ancrage territorial. Et donc, on peut relier voilà, à des cultures qui sont plus anciennes. Et donc, ce capital managérial, entrepreneurial, auquel aujourd'hui, les institutions donnent de plus en plus de place et en fait, et qui font logiquement que les profils que ça va attirer sont les profils que vous décrivez. Et donc aujourd'hui, au détriment notamment, hein, et c'est pour ça, voilà, un collectif comme le collectif des associations citoyennes, le CAC et tout ça, eux, ils représentent plutôt beaucoup voilà, les cultures plus militantes, et notamment, c'est l'éducation populaire. En fait, c'est la possibilité aussi de l'éducation populaire qui est aujourd'hui complètement mise en danger, en fait, aujourd'hui. Hein, parce que le référentiel de. Alors, il y a des assos, et notamment, enfin voilà, il y a des assos qui essayent de faire les deux, mais de fait, on ne peut pas faire de l'éducation populaire à travers la logique de projet. On peut pas faire, il n'y a pas de logique de projet qui passe, qui permet de faire de la vraie éducation populaire, vous voyez. Les temporalités sont pas les bonnes, les formes sont pas les bonnes, les objectifs, les indicateurs et tout ça, vous voyez. Donc, mais en effet, c'est vraiment un clash de culture et derrière, et c'est pour ça que c'est intéressant quand même de parler de marchandisation, parce que de fait, même si les assos finalement en viennent pas à vendre des choses sur des marchés, faire du marketing et tout ça et tout. Les esprits par contre s'habituent au fait que bah, ouais, voilà, pour avoir le droit de vivre en fait, de vivre d'un travail, il faut que ce travail il passe par toujours le même vocabulaire, toujours les mêmes référentiels, les mêmes compétences, les mêmes diplômes.
Merci Thomas. Alors, oui, je vais me faire le relais avant de passer la parole à Laetitia qui a levé la main de Johanna, Johanna dans le chat qui n'est pas dotée du privilège de la parole techniquement. Donc, je vais lire sa question qui était: est-ce que le risque d'isomorphisme des associations peut être contourné par un diagnostic des typologies des associations, par exemple par une étude des budgets par le genre? En creux, la question est: est-ce que l'influence et le genre jouent un rôle racinaire aux problématiques de redistribution? Et je propose peut-être à Laetitia de prendre aussi la parole, comme ça on prend les deux questions et tu fais une réponse finale qui nous emmène tranquillement vers la conclusion de notre webinaire. À vous, Laetitia. Oui, merci. Moi, là, ça va être sur l'autre phase, c'est-à-dire on fait le constat. Enfin, moi, voilà, je suis directrice d'un centre social, l'éducation populaire, c'est mon quotidien et je partage tous ces constats puisque c'est des financements, appels à projets, subventions sur lesquelles on doit rentrer dans des cases. Maintenant, comment on dépasse ce constat et comment on le met en action pour dépasser toutes ces logiques, puisque dès qu'on sort un peu de ce cadre, eh bien, c'est très compliqué à nous de pouvoir se maintenir en vie. Donc, en fait, c'est soit on prend le parti d'être à contre-courant et au risque de ne plus exister. Si on reste sur ce modèle-là, eh ben, on consent et on le nourrit aussi également. Donc, c'est très compliqué de le mettre en action sur le terrain. Donc voilà, il n'y a pas de solution magique, je le sais, mais comment chacun aussi de sa place, peut-être par des intentions, des actions un peu plus ciblées, comment on peut essayer de faire bouger les lignes. Voilà. Donc je suis toujours, oui, je partage les constats, mais maintenant, enfin voilà, c'est comment on le met en action. Ouais, bien sûr. Bien sûr, et je comprends. Et moi aussi, en fait, dans mes recherches, de toute façon, c'est peut-être un truc que j'ai pas assez dit, mais moi, je ne conçois pas la recherche si elle ne sert pas à améliorer voilà, les choses. Et donc là, aujourd'hui, j'inscris complètement mes recherches dans une logique de construire une stratégie de résistance pour, en gros, avec différentes temporalités. L'idée étant à la fin de regagner de retrouver un état où, où le monde associatif, civique qui veut défendre voilà, la démocratie soit financé par des subventions, même si ça ne sera pas dans le cadre actuel, parce que le cadre actuel est mauvais dès le départ, en fait, le cadre de financement des subventions et tout fait pour que ce soit ce qui se passe aujourd'hui. C'est le fait du prince, mais de toute façon, ça a toujours été discrétionnaire. Et ça n'a pas été réglé comme. Et donc, du coup, c'est un des éléments sur lequel j'ai deux éléments de réponse là-dessus. Le premier, justement, moi, ce qui est intéressant quand je vais voir l'éducation permanente en Belgique et tout ça, c'est que eux, assez tôt, ils ont inscrit le financement de l'éducation populaire dans un décret indexé, donc tout est financé avec des forfaits, c'est indexé, il y a une reconnaissance, donc c'est vraiment un droit à la subvention, et donc il y a des garde-fous. Et aujourd'hui, donc les rapports de force électoraux sont très mauvais, comme chez nous. Du coup, il y a plein de volonté de remettre ça en cause, mais en même temps, ils ont un cadre juridique avec des garde-fous qui empêchent de faire ce qui se passe aujourd'hui. Nous, comme c'est resté discrétionnaire, annualisé et tout ça, du jour au lendemain, même quand il y a un contrat d'engagement républicain et qui est activé et que en fait l'association montre que non, c'est n'importe quoi, et du coup la collectivité elle est obligée de payer ce qu'elle avait dit, l'année d'après elle pourra ne pas le faire en disant juste non, on fait ce qu'on veut, vous voyez. Et donc là, voilà, ce qui est intéressant, c'est que là il y a notamment au niveau de la CGT des militants qui sont en train de travailler à un projet de loi cadre qui s'inspire donc du décret de l'éducation permanente en Belgique pour essayer donc de faire du lobby en France pour essayer d'aller vers ça. Moi, je pense que le rapport de force n'est pas favorable derrière, mais bon, au moins, ça c'est intéressant. C'est la première réponse, et je dirais la deuxième réponse plus au niveau vraiment de la base et des actions et tout ça. Moi,
un des trucs que je dis, c'est qu'il faut le plus possible trouver des manières de parler d'argent dans les associations. Faire de l'éducation populaire, c'est commencer par dire, en fait, tout ça, ça dépend de conditions matérielles et il faut que jusqu'au participant le plus ordinaire, entre guillemets, le plus lointain, l'usager, il faut lui raconter, il faut qu'il comprenne ce qui se passe et il faut, parce que du coup, derrière, en fait, chaque financement, l'objectif, c'est que chaque financement vers lequel on va aller, il y ait derrière une délibération collective qui a été construite et donc que tout le monde sache vers où il est allé. Et donc, ça permettra de créer des frontières pour tout le monde entre les financements vers lesquels on peut aller, vers lesquels on ne veut pas aller, parce que là c'est trop de compromission, vous voyez, des choses comme ça. Et en fait, collectivement, du coup, on est beaucoup plus fort. Vous voyez, on est beaucoup plus fort. Il faut aussi relancer des politiques d'adhésion. Ça va aussi avec les adhésions, les cotisations, où les personnes se sentent beaucoup plus propriétaires de leur association. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Mais voilà, j'essaye de travailler à un livre dans lequel j'essaye de toutes ces propositions, j'essaierai un peu de les porter. Voilà, donc ça, c'est pour vous, Laetitia, et pour Johanna, j'ai pas compris la question. En fait, votre utilisation du genre. Est-ce que c'est le genre homme-femme? Et dans quel cas, j'aimerais beaucoup que vous m'en parliez beaucoup plus, parce que je pense que oui, il y a des choses à aller chercher et tout ça, mais je ne suis pas sûr qu'on ait beaucoup le temps pour aller aussi loin. Et sinon, est-ce que c'est le genre d'action associative? J'ai pas compris. En tout cas, bah, c'est en tout cas, le fait de dire voilà, le risque d'isomorphisme selon le type d'association, c'est notamment ce qu'essayent de faire les modèles socio-économiques, enfin, les travaux sur les modèles socio-économiques et qui sont hyper intéressants. Hein. C'est-à-dire, voilà, il y a des assos qui sont vraiment dans des formes de dépendance forte à la subvention. Et moi, justement, ce que j'essaie de travailler aussi derrière ça, c'est l'idée, voilà, on utilise beaucoup l'expression de culture de la subvention, mais c'est beaucoup les financeurs pour dire ah là là, ils n'arrivent pas à aller chercher d'autres financements, machin et tout. Et de fait, même si il faut faire gaffe à l'usage qui peut être fait de cette expression, je pense que c'est vrai en fait. Je pense qu'en France, et notamment pour avoir vu la différence avec les États-Unis et tout ça, il y a vraiment des associations qui ont du mal à penser d'autres manières de se financer. Et aujourd'hui, en disant c'est de l'argent public, c'est notre argent et on fait quelque chose d'intérêt général, d'intérêt public. Et oui, oui, ok. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, l'extrême droite est en train de monter. Vous, ce que vous faites, ça ne fait pas partie de leur projet. Et donc, en fait, si vous campez sur ces positions-là, vous allez disparaître. En fait, globalement, c'est ça que je dis. Et donc, si on veut résister, il faut passer par une temporalité intermédiaire qui est qu'il va falloir trouver d'autres manières de se financer pour regagner un peu d'autonomie et de capacité de résistance dans le contexte actuel qui est vraiment délétère contre les libertés associatives. Là, en ce moment dont je suis à Sciences Po Lille, il y a le colloque de l'ANR Liberté associative et démocratie qui est en cours. Là, il y avait ce matin des choses sur les dissolutions. Là vraiment, derrière, c'est la démocratie qui est menacée, que ce soit sur ce terrain-là ou sur le terrain de la presse aussi, par exemple, du journalisme, voilà. On le sait, la Trumpisation, tout ce que vous voulez. Et donc, clairement, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est quand même se dire que si on campe sur il faut maintenir la bataille, le front des subventions, il faut le maintenir, il faut rester là, et voilà. Mais il faut aussi développer d'autres manières de se financer, en se rappelant pourquoi on se finance, c'est pour libérer du temps pour le dédier à des choses qu'on pense importantes, et par exemple défendre la démocratie, par exemple développer des modèles qui sortent du tout lucratif, voire aussi défendre des droits aussi contre des personnes qui pense que tout humain n'a pas une égale dignité par rapport aux autres et qu'il y a des humains supérieurs, etc. Je te remercie beaucoup, Thomas. Alors, tu nous as annoncé un livre, tu crées une attente forte, donc nous serons au rendez-vous quand il sortira. Donc, je disais qu'on continuait
On continue le 3 octobre avec Julien Talpin lors d'un petit déjeuner qu'on organise avec l'Association des lecteurs d'alternatives économiques. Donc on espère vous voir très nombreux. Et puis on a parlé d'éducation populaire, donc je vous ai mis aussi le lien vers notre institution, elle en visio, comme aujourd'hui le 8 octobre, pour parler de transition territoriale et du rôle de l'éducation populaire dans ces transitions territoriales. Voilà, un grand merci, je le dis au début, mais tu n'as du coup pas dû m'entendre. Merci encore beaucoup Thomas pour tous ces éléments, et puis à toutes et tous pour votre participation.